En Afrique du Sud, l'opposant Julius Malema accuse le président zambien Edgar Lungu de répression semblable à celle du temps de l'apartheid. C'était lors d'un meeting pour le 4e anniversaire de son parti. Au Tchad, on note un durcissement de la répression à travers torture, détention au secret et manifestations interdites. Des activistes de la société civile en parlent. Le point dans cette édition. Et puis le leader nord-coréen Kim Jong-un a annoncé que l'ensemble du territoire des États-Unis est à portée de tir après un nouveau tir de missiles balistiques intercontinental, le deuxième en un mois. Le leader de l'opposition sud-africaine, Julius Malema, a accusé samedi le président zambien Edgar Lungu de répression semblable à celle du temps de l'apartheid. Il a notamment fait allusion à la détention depuis avril dernier de Hakainde Hichilema, leader de l'opposition zambienne. Ce dernier, qui refuse catégoriquement de reconnaître la victoire de son rival qu'il dit entaché de fraude, est détenu depuis avril pour avoir tenté d'entraver le passage du convoi présidentiel, risquant la peine de mort pour trahison. Pour Julius Malema, qui a tenu ses propos lors d'un meeting pour le 4e anniversaire de son parti de gauche, Economic Freedom Fighters, il y a quelque chose qui va horriblement mal en Zambie. Qualifiant Edgar Lungu de lâche, il l'invite à autoriser l'opposition à s'opposer à lui. Pour Malema, un véritable dirigeant bat ses opposants dans les urnes, mais pas en les arrêtant et en déclarant l'état d'urgence. Malema a comparé Lungu aux dirigeants de l'Afrique du Sud sous l'apartheid, notamment à Frédéric de Klerk, le dernier président de l'apartheid. Le mécontentement grandit au sein des populations du Tchad, où sont de plus en plus décriés les actes de répression de toutes sortes. Pourtant, le président Idriss Déby Itno est l'un des alliés africains de l'Occident contre les djihadistes. Nadjo Kaina, membre du mouvement LINA, a été arrêté à plusieurs reprises, dont la dernière fois en avril. L'activiste affirme qu'il a été interpellé à la suite d'un appel de son mouvement contre le chômage des jeunes, l'injustice et les privations des droits de l'homme. Il ne sera pas le seul à nous conter son expérience. Aujourd'hui, le gouvernement du Tchad est appuyé par les pays occidentaux au nom de la lutte contre le terrorisme. Les gens ont sacrifié la démocratie, ont sacrifié les droits de l'homme, ont sacrifié la bonne gouvernance, ont sacrifié la liberté d'expression au nom de la lutte contre le terrorisme. Lors de ma dernière arrestation, j'ai quasiment été enlevé, torturé et séquestré. J'ai été détenu au secret pendant 21 jours. J'ai été menotté, enchaîné, ils m'ont allongé, ils ont pris un tuyau, ils ont enfilé dans ma bouche. Ils ont ouvert le robinet à haut débit. Et là, mon ventre ballonnait, l'eau sortait par l'anus, tous les orifices. Je suis en liberté provisoire pour des raisons de santé, parce que après mon enlèvement et ma détention, et pendant ma détention secrète, j'ai été soumis à des interrogatoires sous des lumières irritantes. Et aussi, on m'a fait avaler un aliment qui a déclenché une diarrhée. Pendant 3 jours ou 4 jours, j'ai vomi du sang en prison. Ces mauvais traitements sont pratiqués au secret dans des centres de détention non officiels, d'après Amnesty International. Ceci dit, la situation n'est guère meilleure dans des prisons ouvertes aux observateurs. Des journalistes ont aussi été inquiétés ces derniers mois et un blogueur se trouve en détention depuis fin septembre 2016. Trois hommes d'une mission pétrolière ont été vus sur une vidéo publiée par le groupe djihadiste Boko Haram au Nigeria. On y voit les 3 hommes affirmer qu'ils travaillent pour l'université de Maiduguri, la capitale de l'État du Borno. Ils appellent le gouvernement à accéder aux exigences des djihadistes afin qu'ils soient libérés.
Le porte-parole de l'université de Maïdougouri, Danjuma Gambo, a affirmé qu'il s'agissait bel et bien des employés du lieu de savoir, tout en annonçant qu'une personne manque encore à l'appel. Les circonstances de l'embuscade tendue mardi aux gardes et à l'équipe de la Nigerian National Petroleum Company, accompagnée de géologues de l'université de Maïdougouri, de retour d'une mission d'exploration pétrolière, ne sont toujours pas éclaircies en raison du strict contrôle de l'armée sur les accès au Borno. L'attaque a été attribuée à la faction de Boko Haram, dirigée par Abou Mossab al-Barnawi, qui a promis d'attaquer l'armée et le gouvernement. Le recteur de l'université de Maïdougouri, Ibrahim Ndjodi, a déclaré vendredi qu'au moins 5 membres de son université avaient été tués dans l'attaque, contredisant les déclarations des militaires nigérians selon lesquelles ils avaient tous été sauvés. Ces membres de l'université faisaient partie de la mission de la prospection pétrolière. Ménaka, capitale d'une des 5 régions administratives du nord du Mali, est désormais sous le contrôle de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA. Vendredi soir, les combattants de la CMA avaient pris position à l'entrée nord de Ménaka, évacués par le Gatia avant d'y entrer tôt dans la matinée du samedi, sans combattre. Cette entrée de la CMA à Ménaka intervient 2 jours après d'intenses combats autour de Kidal entre la CMA et le Gatia, groupe d'autodéfense Touareg, Imgad et alliés, pro-gouvernemental, qui avaient subi de lourdes pertes. Ces affrontements entre groupes pourtant signataires de l'accord de paix de mai-juin 2015, conclus sous l'égide d'une médiation internationale conduite par l'Algérie, ont compromis un nouveau calendrier d'application de certaines dispositions clés de cet accord établi en juin. Des responsables de la CMA estiment que cette intervention n'était pas une violation du cessez-le-feu, car selon eux, le Gatia n'avait rien à faire à Ménaka. La situation est restée calme à Ménaka. Des éléments qui se présentent comme des combattants de la CMA disent vouloir prendre part à la sécurisation de la ville. C'est une bonne nouvelle pour un bon millier de détenus au Maroc. En effet, le ministère de la Justice a précisé dans un communiqué que Mohamed VI avait accordé des grâces à 1178 détenus. Certains d'entre eux sont membres du mouvement de contestation dans la ville de Al-Osheima et environ. L'annonce a été faite peu avant un discours du monarque marquant le 18e anniversaire de son accession au trône. Les événements qui se sont produits dans certaines régions ont révélé, hélas, une irresponsabilité sans précédent. En effet, au lieu que chaque parti remplisse son devoir national et professionnel et que prévale l'esprit de coopération et la volonté de mise en commun des efforts pour régler les problèmes des habitants, la situation a dérapé à tel point que les différents acteurs se sont rejetés mutuellement la responsabilité. Au moment où se sont imposés les calculs politiques étriqués, la notion de patrie a été éclipsée et les intérêts des citoyens ont été malmenés. Je parle ici d'Al-Hoceima, même si la description de ce qui s'y est passé est valide pour toute autre région. Le constat que je dresse ici contredit les allégations portées par certains concernant le recours à ce qu'ils désignent abusivement sous le nom d'approche sécuritaire. Leur vision donne l'impression que le Maroc est assis sur un volcan et qu'à chaque foyer, à chaque citoyen correspond un policier qui surveille. En ce qui concerne la grâce, le ministère a précisé qu'il s'agissait de détenus qui n'ont pas commis de crime et qui ne sont pas impliqués dans des actes graves. Mais il n'a pas été précisé le nombre de contestataires de la région du Rif, compris dans les graciés. Toutefois, une source gouvernementale a avancé le chiffre de 40 personnes graciées dans les rangs du mouvement de contestation. Le leader du mouvement de contestation, Nasser Zefzafi, n'en ferait pas partie. Pyongyang a effectué vendredi le tir d'un missile intercontinental réussi. Alors que Kim Jong-un affirme pouvoir atteindre désormais le territoire américain, Donald Trump a critiqué l'inertie de la Chine. Le président américain a prévenu samedi qu'il ne permettrait plus à la Chine de ne rien faire face à la Corée du Nord.
L'ambition nord-coréenne de se munir de la puissance nucléaire pose un épineux problème à Donald Trump, qui est en désaccord avec Pékin sur la manière de gérer le régime de Pyongyang. À plusieurs reprises, le président américain a pressé la Chine de contenir les ambitions de son récalcitrant voisin, mais Pékin lui rétorque que le dialogue est le seul moyen de faire influer les positions. La Chine, principal allié de Pyongyang, a certes condamné le tir en soulignant qu'elle s'oppose aux violations par la Corée du Nord des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a estimé pour sa part qu'en tant que soutien économique du programme nucléaire balistique de Pyongyang, Pékin et également Moscou portaient une responsabilité spéciale dans l'aggravation de cette menace. Le Pentagone se prépare depuis longtemps à l'éventualité d'un conflit avec Pyongyang, mais le langage tranchant utilisé marque une évolution. Auparavant, il s'agissait de critiquer les tirs, mais sans mentionner d'options militaires de représailles. Les lutteurs du Sénégal, pays où le sport est très médiatisé et professionnel, ont fait le show samedi, accumulant les médailles et offrant spectacle et danse à plusieurs milliers de personnes réunies autour de l'arène de sable installée pour le tournoi de lutte traditionnelle africaine des 8e Jeux de la francophonie. Les Sénégalais ont remporté 9 des 14 médailles d'or en jeu, dominant leurs adversaires, notamment chez les hommes. Nous avons remarqué que le Sénégal était vraiment une équipe très puissante et nous avons également remarqué que les autres équipes faisaient des efforts pour monter, mais le Sénégal a donné tout. Le spectacle était aussi au rendez-vous. Les colosses sénégalais ont en effet embrasé la foule avec leur danse et leur préparation d'avant-match. Ça a été très rude, je dirais très intéressant. C'est ma première fois d'assister à une compétition de lutte. J'ai trouvé que le niveau est vraiment très élevé. Deux pays ont toutefois rivalisé à l'applaudimètre avec les Sénégalais, le pays hôte la Côte d'Ivoire, mais aussi la Roumanie. L'ensemble des spectateurs a en effet bruyamment applaudi les athlètes roumains, ravis de voir des Européens délaisser les tapis pour se mettre au sable. Les Roumains ont remporté 2 médailles d'or.